Vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Falcao, le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, ouais, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Et bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Diagonale pour ce débrief du derby entre Nice et Monaco. C'était la Coupe de France, les 16e de finale et Monaco qui s'est qualifié. Monaco qui l'a emporté 2-0 à l'extérieur sur le terrain du rival, de l'ennemi niçois, avec des buts de nos amis Kevin Folland et Ruben Aguilar. Et pour débriefer avec moi cette belle victoire, cette belle satisfaction, il y aura deux hommes, Patrice et Quentin. Bonsoir messieurs. Salut. Bon alors messieurs, devoir accompli et puis Monaco qui se relève un petit peu après cette défaite à Strasbourg. On avait un peu peur, ou en tout cas on n'avait pas été, la série s'est un peu arrêtée à Strasbourg. On attendait de voir comment Monaco réagit et Monaco a plutôt bien réagi messieurs. Il a bien réagi par le résultat. Du coup, c'est vrai qu'on va chercher cette qualification. Après, dans le jeu, c'était pas non plus extraordinaire. On est quand même bien aidé par une équipe de Nice qui est très très faible. Je trouve qu'on a fait une grosse première demi-heure. On y reviendra après. Mais je trouve que la suite est beaucoup plus compliquée. On a beaucoup trop laissé le ballon à Nice et ils ont eu des occasions. Et nous, on n'a pas eu tant que ça. Il faut vraiment attendre vraiment la fin de match où là, on a eu beaucoup plus d'occasions et on a pu inscrire ce deuxième but. Mais sinon, je trouve que c'est pas forcément rassurant dans le jeu. Ouais, et puis du coup, le petit clin d'œil à nos amis niçois avec le fond d'écran, évidemment, le Comté. Cette saison, c'est 3 sur 3 pour l'AS Monaco face à l'OGC Nice. Ça fait toujours plaisir quand 4 ça... sur 4. Il y a un match amical aussi. Ah ouais, le match amical, on va le compter alors. Hein, s'il maintient la stat, on va le compter. C'est vrai que là, ça fait toujours plaisir. Hein. Ils sont contents aussi quand ça leur arrive de se moquer de nous. Voilà, Nice qui aura réussi à sortir de la Coupe de France avant Alexis Bossetti, et ça, il fallait quand même le noter. Et pour compléter cette petite intro, signaler que le tirage au sort il vient d'être fait. Je pense qu'il est toujours en cours, mais en tout cas Monaco a été tiré. Monaco connaît son sort et ce sera le FC Metz au Louis II du coup pour les huitièmes de finale. Donc Quentin, tirage à la fois une Ligue 1 et en même temps à domicile. Donc je sais pas si toi t'es satisfait ou pas de ce tirage. Alors c'est une Ligue 1 et en plus c'est on va dire une bonne équipe de Ligue 1 en ce moment puisque c'est le FC Metz et puisque c'est le FC Metz d'Antonetti qui marche très bien en 2021. Donc attention, ça peut. En plus, on se souvient comme tu le rappelais en off, du dernier match en coupe contre Metz. C'était vraiment pas la meilleure période à ce moment-là, mais voilà, on sait que cette équipe, elle peut nous poser des problèmes, donc attention. Ouais. Et puis ça rappellera aux plus anciens finale de Coupe de France 84 aussi, Monaco-Metz, qu'on avait perdu à l'époque. Donc voilà, mauvais souvenir. On espère que cette fois, on va conjurer un peu le sort. Messieurs, on va pas s'attarder plus sur l'intro. On va aller sur les 3 points. Et Patrice, je te commence de commencer. Premier point, forcément, ce sera la victoire et la qualification. Une victoire contre un adversaire, comme je disais, assez faible, mais du coup une victoire qui fait du bien à la tête après ce match à Strasbourg, une victoire en plus avec 5 changements, donc on a pu faire de la rotation mine de rien et un peu reposer des joueurs, voire permettre d'avoir du temps de jeu à d'autres joueurs, donc c'est une bonne chose. Le deuxième point pour moi, c'est qu'il y a eu un avant et un après Tchouaméni. On est assez rayonnant au milieu de terrain sur ce début de match jusqu'à ce qu'il sorte. C'est là où on perd complètement la possession du ballon. Matazo fait pourtant un très très bon match, mais c'est pas le même registre. C'est un joueur plus défensif et il nous manquait ce joueur qui était capable de monter le ballon, de faire ce pressing très très haut. J'espère que ce sera pas trop problématique sa blessure pour la suite en tout cas. Et mon dernier point, forcément, c'est un derby de plus de gagner. Ça en fait 4 cette saison si on veut s'amuser à compter le match amical, vraiment pour narguer les Niçois. Mais sinon, voilà, ça fait toujours plaisir dans une saison de gagner tous les matchs contre l'OGC Nice. Quentin, je te laisse enchaîner.
Ouais, bah ça va être pas si différent, hein. C'est vrai que mon premier point, ça va être plutôt sur le fait qu'un derby, ça se gagne, et bah on l'a encore montré ce soir, donc c'est super, bonne soirée. En plus, je crois que c'était moi qui débriefais aussi le dernier débrief contre le dernier derby. Et du coup, voilà, je suis content. Honnêtement, je veux dire, il n'y a pas on peut pas imaginer d'autre issue que la victoire contre cette équipe. Et ça fait lien avec mon deuxième point, parce qu'en fait, Nice est tout simplement, je trouve, vraiment très mauvaise. Et aujourd'hui, on l'a encore plus vu, je trouve, que dans les autres matchs où on les a affrontés. Donc c'est vraiment une équipe très très mauvaise, et qui en plus de surcroît moi je trouve pas très bien en Ligue 1, et voilà, on parlait de gens d'une équipe qui allait mise sur la durée, qui vient d'être achetée, etc. Mais en alignant 2 défenseurs en prêt, jeunes, enfin je veux dire, je vois pas comment cette équipe peut se relever, en tout cas cette saison. Donc bon, voilà, c'est aussi à souligner. Et bon, mon troisième point, c'était, en fait, j'espérais qu'on allait canner, tout simplement. Enfin, finalement, on l'a pas eu, ce canet, mais finalement, je m'autorisais quand même du coup un 4e point. C'est que c'est moi qui ai à la régie, et donc qui dit moi à la régie dit son trop fort. Donc n'hésitez pas à me dire si j'ai pas le son trop fort ce soir, parce que sinon je vous gueule dans les oreilles, j'avoue. On nous l'a pas mal dit dernièrement. Et en plus, on m'a confondu avec Corentin Bégiard récemment. Donc ce que j'accepte pas trop. Mais Pourtant, bon, c'est pardonné. tu portes pas de Bob, pourtant. C'est vrai. Donc, c'est pas si difficile à différencier. Mais bon, c'est vrai que vous êtes un peu les experts tactiques de l'AS Monaco. On attend tes vidéos en individuel. Du coup, je vais terminer avec mes 3 points à moi. Le premier, c'est que le lobbying de Damien pour cette Coupe de France continue. Ça fait 30 ans, on le rappellera tant qu'on passera des tours, donc j'espère qu'on va le rappeler longtemps. Ça fait 30 ans, c'est le trophée qu'on n'a pas gagné depuis le plus longtemps. Donc voilà, ça serait un beau clin d'œil d'aller le chercher cette saison-là. Et du coup, bon, avec un tirage qui semble à peu près abordable, en plus Paris-Lille qui vont s'affronter, donc un des gros qui va sortir automatiquement. On peut avoir un petit peu d'espoir encore. Le deuxième point, ce sera la masterclass. Le mot est peut-être fort, mais j'ai envie de l'utiliser, la masterclass de Cesc Fabregas, qui ce soir, il a toujours 2-3 matchs comme ça par an qui nous sort. Ce soir, c'en était un. Il faut en profiter. C'est un joueur de classe mondiale de ces 10-15 dernières années. Malheureusement, chez nous, il ne le montre pas toujours, mais ce soir, il a régalé. Et le dernier point, ça va faire un peu la suite de Patrice. Tu parlais de Tchouaméni, de son bon match. Moi, c'est un petit peu l'alerte pour les prochains, du coup. Combien de temps va-t-il être indisponible? On sait qu'on reçoit Lille ce week-end. Match éminemment décisif pour notre fin de saison. Et puis ceux d'après, on sait qu'on n'est pas très bien équipé à ce poste-là, qu'on n'est pas très bien doublé à ce poste-là. Donc voilà, moi, j'espère vraiment que ça sera pas une longue indisponibilité, et on attend d'avoir des news. On va pouvoir passer du coup aux compositions. Composition de l'AS Monaco. Quentin, j'ai envie de dire, qui n'est pas évidente à matérialiser sur un visuel, parce que vraiment un système différent avec et sans le ballon. Là, on a plutôt la phase sans le ballon sur le visuel. Ouais, c'est ça. Ça se matérialise un peu comme un 4-4-2 avec plutôt Fabregas en retrait par rapport à Jovetic, ou un 4-4-1-1 du coup, si on peut dire ça comme ça. Parce que effectivement, en première ligne, on avait vraiment un Jovetic très haut qui était le premier rempart au pressing, et on avait un Voland et un Voland sur le côté gauche qui était vraiment pour le coup j'ai envie de dire un milieu de gauche, parce que c'était vraiment on va dire le rempart défensif sur ce côté gauche, puisqu'on le voyait pas souvent monter, excepté en phase de possession. Et derrière un Fabregas qui a su aussi pas mal être présent au niveau du pressing, et qui était assez haut sur le terrain. On l'a souvent vu aussi défendre. Donc voilà, après le reste était assez classique, mis à part qu'on a un Guillard qui est assez bas, finalement, qui s'est retrouvé assez bas par rapport à ses dernières prestations. Et à souligner aussi la titularisation de Diatta qui avait son côté droit, mais voilà, on en parlera après, qui a toujours pas trop convaincu. Ouais, Patrice, au niveau du quatuor offensif, ça avait pas mal tourné finalement avec Diatta, avec Fabregas, avec Jovetic, avec que Voland un petit peu qu'on retrouvait du 11 habituel.
Ouais, bon, on s'attendait qu'un des deux attaquants qui soit là ce soir, soit Ben Yedder ou Volante, je vais y arriver. Violande. Ouais. Et pourtant, il les a pas trop violés ce soir, chaud. Moi, personnellement, je m'attendais plus à Ben Yedder, parce que je trouvais que Volante méritait un peu d'être mis au repos, et je le trouvais plus fatigué que notre international français. Bon, maintenant, il a fait son match ce soir dans un rôle en plus assez particulier, comme disait Quentin, où il a beaucoup défendu, beaucoup moins en position offensive, comme ça peut être le cas habituellement. Donc oui, pas mal de rotation en tout cas sur les premiers postes, mais bon, obligatoire quand on a Pellegrini et Goebbels qui sont pas disponibles sur ce match. Gelson on peut même le rentrer dans ses joueurs offensifs, donc ça laisse plus beaucoup de choix. Donc forcément, il y a bien un de nos attaquants qui devait jouer ce soir. Ouais, et puis c'est vrai que les compos annonçaient plutôt, dans les journaux annonçaient plutôt Ben Yedder, il me semble. Maintenant, au vu de comment ça s'est organisé sur le terrain, je pense que l'explication elle est plus pour le profil de Volande, qui a joué un rôle un petit peu intermédiaire, vraiment côté gauche sur les phases défensives, vous l'avez dit, plutôt un peu en attaquant de soutien sur les phases où Monaco avait le ballon. Alors, on a beaucoup critiqué sa saison. Finalement quand il n'est pas dans la surface, mais bon, pour Kovac, je pense qu'il est quand même plus identifié comme un joueur pouvant jouer à ces postes-là que Ben Yedder, qui aurait joué probablement vraiment en neuf, soit à la place de Jovetic, soit à la place de Fabregas, mais dans une attaque à deux, quoi. Donc je pense que le choix il s'est fait plus là-dessus que sur une dimension physique, mais bon. Et ouais, voilà, pour compléter le 11, à signaler que Mayeki était reconduit. Bon, ça pouvait être un léger doute dans le sens où quand il avait joué à Grenoble, je crois que Mannone était indisponible. Donc on pouvait encore se questionner est-ce qu'il y avait hiérarchie. Il semble que ça soit lui vraiment le goal en Coupe de France. Et puis Ballo-Touré aussi qui a relayé un petit peu ce soir Caio Henrique pour donner un petit peu de repos à notre latéral brésilien. Messieurs, on va pouvoir passer au déroulé du match avec Quentin. Tu l'as dit, un Nice qui était vraiment qui est pas une équipe très très impressionnante cette saison, qui l'a pas été non plus ce soir dès l'entame de match. Un Monaco qui a quand même rapidement mis, j'ai envie de dire, le pied sur le ballon. Ouais, le ballon sur le pied, parce que effectivement tu les enchaînes. Non, mais oui, effectivement. Je mélange les pinceaux comme Crépin Diatta. C'est pas faux. Non, c'est vrai qu'on a mis le pied à l'étrier, on va dire, assez rapidement, et puis on a été beaucoup plus actif que face à Strasbourg. Bon, ça faisait un peu plus plaisir déjà de voir notre équipe tenter plus de choses et se créer plus d'occasions. Et ouais, moi j'ai senti un match maîtrisé, surtout une première mi-temps, on va parler des débuts plutôt, assez maîtrisé, très maîtrisé même, avec un Tchouaméni en surforme, même pas en surforme, j'ai envie de dire très en forme en fait, qui a montré toutes ses qualités, et puis un Nice qui ne se procurait que très peu de situations, et surtout Monaco qui a j'ai trouvé un bloc très compact depuis Paris. Déjà c'est un peu notre caractéristique, c'est qu'on va vraiment à partir du moment où le contre-pressing a échoué, on va vraiment se focaliser sur la défense et n'ouvrir aucun espace pour les Niçois, et ça a bien fonctionné puisqu'on va réussir à se procurer une occasion décisive sur un dédoublement là avec Tchouaméni et Fabregas. Ouais, c'est vrai que on a déjà eu une belle situation dans la surface, mais Jovetic et Diatta ont décidé de faire un petit peu les pitres à la 13e minute. Les deux se sont un peu emmêlés les pinceaux. Ça a un peu donné le ton pour les deux joueurs finalement, j'ai l'impression sur la soirée. On a à Monaco dans ce début de match Patrice qui est en possession, qui a un peu du mal à créer les décalages, mais ça peut peut-être s'expliquer par aussi on le dit dans ce quatuor offensif, beaucoup de joueurs, un quatuor qui je pense n'a pas beaucoup évolué ensemble pour le moment, qui se connaît pas encore énormément, qui n'a pas beaucoup de rythme non plus dans les jambes. Ouais, on sent qu'il manque les automatismes entre les joueurs, hein, comme tu dis, mais sinon on a la possession, et surtout Nice a énormément de mal à sortir le ballon, on est tout de suite à aller presser, les joueurs sont un peu obligés de dégager un peu en urgence, on récupère énormément de ballons. Après, oui, c'est vrai qu'on a un peu du mal du coup à se projeter, à mettre le ballon dans la surface. Et la fois où on le fait, du coup, nos attaquants se prennent les pieds dans le tapis, se cassent la gueule ou font des frappes tout à fait ratées. Il faut vraiment attendre le but pour vraiment avoir une première action vraiment dangereuse, selon moi, quoi. Sinon, les autres actions sont pas non plus folles.
Et puis même sur ce but, finalement, la frappe, elle est. Alors, Ouais, je sais pas pareil, la part de maîtrise là-dedans, mais Quentin, tu avais commencé un petit peu à nous amener sur cette action-là. Effectivement, Tchouaméni, Fabregas et puis Volland, est-ce que c'est de la chance? Est-ce qu'il la met super bien avec un geste de buteur? Je te laisse faire ton choix là-dessus. Ouais, moi je pense qu'il nous l'a montré qu'il savait faire des gestes comme ça, donc alors il y a forcément une part de chance, mais en soi la passe est bien amenée, il a l'espace, il a personne devant lui et il a juste à cadrer finalement cette frappe et à la mettre bien. Bah tout simplement ça fait but, c'est au fond c'est rasant sur le poteau, le deuxième poteau, et donc forcément Benitez là qui est un peu masqué peut pas faire grand chose. C'est vrai qu'elle paye pas de mine cette frappe, mais bon ça marche et ça fait but. Et puis Volland qui, je trouvais, faisait pas un très très bon match, pas une bonne entame, vient confirmer encore que il sait être décisif encore une fois dans ces moments-là. Et la frappe placée hors de portée de Benitez, on verra que c'est pas forcément la dernière du match. Mais ça, c'est une autre histoire pour la seconde mi-temps. Et puis, moi j'ai noté aussi Diatta qui fait peut-être son geste le plus décisif depuis qu'il est à Monaco, là, en laissant passer le ballon pour Volland. Je sais pas ce qui nous aurait sorti pied gauche, là, donc c'est tant mieux. Monaco qui débloque cette rencontre, on a souvent l'impression de se répéter avec Monaco, mais c'est souvent ça un petit peu qui conditionne nos matchs. Monaco est souvent en maîtrise, pas toujours le plus efficace pour créer les décalages, et donc c'est souvent une histoire d'aller ouvrir le score, et d'aller du coup un peu inverser la charge, la responsabilité de faire le jeu dans la partie, d'aller inverser le rôle que peut avoir l'équipe adverse, et donc c'est fait à ce moment-là. On va avoir malheureusement un événement un petit peu contraire. Patrice, on a commencé à en parler, c'est cette sortie de Tchouaméni sur blessure qui va intervenir aux alentours de la 36e minute. À la télé, ils ont parlé du coup qu'il se tenait la cuisse, alors qu'après le site officiel nous dit que c'est une blessure à la cheville. Alors, finalement, on ne sait pas trop ce qu'il en est. Je ne sais pas quel type de blessure elle a pu avoir. Moi, j'ai pas vu personnellement qu'il se tenait à un endroit plus particulièrement, hormis qu'il avait les mains sur ses jambes forcément quand il est sorti, mais pas. Je sais pas si c'est une grosse alerte ou pas. En tout cas, sur le match, on a pu voir que il y a eu un avant et un après, comme je disais dans mes 3 points. Sur le but, c'est lui qui fait une superbe récupération, qui perce la défense et qui fait un petit décalage pour Fabregas. Plusieurs fois dans le match, il a réussi à faire ça, à les presser, à récupérer le ballon. Vraiment très très précieux. Et son profil nous a vraiment manqué, parce que même si Matazo est très bon défensivement et arrive à accomplir ce que fait Tchouaméni, c'est offensivement du coup qu'il apporte moins. Je trouve que ça s'est beaucoup senti. Ouais, ce petit coup de rein de Tchouaméni, je trouve, notamment pour se sortir du pressing, notamment, qui peut rappeler, qui est vraiment une qualité qu'ont de très grands milieux de terrain, cette petite accélération, alors qu'il n'a pas forcément de vitesse, qu'il est à l'arrêt, et qui fait tout de suite la différence face à d'autres adversaires qu'on a vu il n'y a pas plus tard que des joueurs comme Bakayoko, comme Kondogbia il y a quelques années, quand ils étaient dans leur bonne période. C'est vraiment un geste qui peut faire la différence. Et effectivement, que Fofana a moins cette saison, que Matazo n'a pas forcément. Donc, effectivement, on était plus en difficulté. J'ai trouvé en plus, alors je ne sais pas si tu seras d'accord, Quentin, que ça a coïncidé avec une phase un peu plus forte côté niçois, qui ont mis plus de pressing à Monaco, qui avait plus de mal à ressortir le ballon, avec des pertes de balles, mais pas non plus de gros dangers, Non, c'est jamais des gros dangers. De toute façon, il y a une première ligne en fait qui était un peu en électron libre autour de l'attaque, et finalement derrière, même tous les milieux, même Fofana et d'autres milieux, on pouvait voir même Volland, même Diatta des fois qui revenait en défense, permettait finalement de construire un mur, j'ai envie de dire, et qui permet vraiment aux Niçois de se créer aucune occasion. Là, c'est vrai que j'essaie de réfléchir, mais là, la première mi-temps, je sais même pas si Madjeki a à faire une intervention, ne serait-ce qu'une intervention dans les airs ou quoi que ce soit. Sur coup de pied arrêté, il en a une, je crois. Oui, voilà. Ouais, c'est ça, sur coup de pied arrêté, ouais. Donc ça prouve aussi que c'est vrai que Nice était vraiment muet, on va dire, pendant cette première mi-temps. Et finalement, on finit avec une paire Matazo-Fofana qui a été correcte quand même. Qui va tenir la route, ouais. Voilà, qui tient la route, ouais.
petite dédicace à Huge JCC qui nous dit la défense niçoise, c'était pas du Conte, c'était du Gruyère ce soir. Voilà, si vous avez d'autres blagues fromagères, n'hésitez pas à les relayer dans le chat et puis je sélectionnerai les meilleurs pour les passer à l'antenne. On est forcément amateur de ce genre de bonnes blagues. Mi-temps, mi-temps pépère, hein, globalement, de l'AS Monaco qui maîtrise son match. Monaco n'est pas en danger, globalement, hein, sur les actions. On voit que Nice, collectivement, n'a pas vraiment de quoi nous mettre en danger. Moi, un peu la seule crainte que j'ai, c'est soit les erreurs que peuvent faire nos défenseurs, soit les coups de patte. Ils ont quand même des bons joueurs individuellement, même si ça ne marche pas collectivement cette année, mais des Gouiri, des Dolberg, c'était un peu la seule chose que je redoutais de mon côté cette mi-temps, et qui va être un deuxième changement déjà pour l'AS Monaco, avec Badiachil qui va remplacer Maripane. Alors je ne sais pas si vous avez vu des raisons à ce changement. J'avais coupé le son à la mi-temps, donc je ne sais pas forcément s'il y avait quelque chose qui a été annoncé. J'ai rien vu côté Maripane sur la première mi-temps qui justifiait ça. Je ne sais pas si vous avez d'autres infos. Non, ils ont rien annoncé. Par contre, lors de la conférence de presse, ils ont dit que la conférence de presse de Kovac avant le match, il indiquait qu'il avait pris un coup après Strasbourg. Donc du coup, il n'était pas sûr d'être disponible pour ce match aussi. Donc, est-ce que du coup c'est pour le préserver, ou est-ce qu'il a ressenti encore une petite gêne et qu'il n'a pas voulu forcer? En tout cas, non, sur le terrain, on n'a rien vu. Du côté un peu comme Tchouaméni aussi, on n'a rien vu. Ouais, du coup, un changement qui n'aura pas d'énormes conséquences. Finalement, nos centraux qui ne sont pas les plus utilisés, les plus exposés, ouais, sur ce match-là. Va y avoir quand même une première occasion niçoise à la 54e. C'est un beau débordement de Nsoki qui va un peu ridiculiser notre ami Ruben Aguilar, et une belle occasion pour Gouiri. Ça va être une des rares belles occasions du match pour les Niçois, Quentin. Ouais, alors que Pavakonoa lance un Nice pas brillant, hein, avec le fromage. Ouais. Celle-là, je ne l'avais pas sélectionné, mais... Il faut le souligner. Ouais, m'a fait rire. Ouais, puis notre fameux Ruben Aguilar qui se fait déborder. Alors c'est vrai qu'en défensivement, moi je l'ai jamais vraiment. Je me suis dit que c'était vraiment pas son rôle. C'est pour ça que j'étais un peu étonné aussi qu'il soit à ce niveau-là de la défense, c'est-à-dire assez bas ce soir. Mais c'est vrai qu'il va se faire un peu ridiculiser par Nsoki, et il a failli vraiment pour le coup nous coûter un but. On le voyait, on le sentait pas serein sur ses appuis. Et après, c'est pas une énorme occasion en soi. Enfin, j'ai pas trouvé, je me suis pas senti en vrai en danger. Même si on pouvait se dire que c'est le genre de but, c'est le genre d'occasion où on peut se prendre un but par inadvertance et finalement finir un match sur un malentendu, un match nul, 1-1 ou quelque chose comme ça. Inadvertance, il n'était pas titulaire, donc il risquait pas de marquer ce soir. C'est vrai. Et puis dans la foulée, il y a l'autre grosse occasion niçoise, hein, c'est le poteau de Dolberg sur une belle action, bon contrôle. C'est vraiment des actions individuelles niçoises qui nous font un petit peu trembler. Mais au-delà de ça, Patrice, on a un Monaco qui reste plutôt en contrôle. On n'a pas tellement l'impression non plus qu'on pousse pour aller mettre ce deuxième but. Non, mais le match il nous endort un peu à ce moment-là, je trouve, parce que du coup, sorti de ces deux actions niçoises qui sont assez dangereuses et qui nous font dire oula, il faudrait quand même pas non plus trop laisser le ballon aux Niçois, parce que c'est très très vite, on pourrait très rapidement se reprendre un but et retomber un peu dans nos travers. Derrière ça, on suit une bonne période où il se passe pas grand-chose, où les deux équipes se neutralisent, personne n'a vraiment le ballon, il y a très peu d'actions, c'est beaucoup d'attaques contre-attaques, mais du coup qui abortent. Beaucoup de passes ratées aussi sur cette période-là, donc on se dit que on va finir le match comme ça sur un 1-0 finalement, et avec très peu d'occasions, et on met un but finalement sur notre seule occasion du match véritable. Ouais, c'est vrai que j'ai trouvé, je sais pas si Quentin sera d'accord, que Monaco se réveille un petit peu sur peut-être les 10 dernières minutes. Sur la fin. Ouais, il y a des petites occasions pour Jovetic notamment. Il y a des changements. Il y a Diop, Golovin et Caillot qui vont rentrer. Et puis Monaco qui pousse un petit peu plus, qui est en maîtrise et qui va finir effectivement par mettre le deuxième but par notre ami Ruben, qui cette fois s'illustre en bien.
Ouais, c'est ça. Moi, j'ai trouvé qu'on avait une équipe vraiment. Avant les entrées de ces 3 joueurs, on avait vraiment une équipe lente qui avait du mal à ressortir, qui avait du mal dans les courses. Moi, je retiens des courses de Fabregas. Hein. Rome l'expliquait bien, c'est vrai, le papy qui sortait de la maison de retraite et qui a tout donné pour faire une frappe. Vraiment, on sentait qu'il avait tout donné et finalement, elle était très très facile pour Benitez. On a Voland aussi qui est lancé encore une fois en profondeur et on sent qu'il a vraiment du mal à ce niveau-là. Même quand Diop rentre, il y a un petit peu plus de peps, on va dire, mais c'est toujours pas trop ça. Et après, vraiment les 10 dernières minutes, quand on a un Golovin qui rentre, quand on a du coup un Diatta qui sort, je dirais même plus. On arrive quand même à se procurer des meilleures situations et une triple occasion qui finit en but, effectivement, à la fin. Ouais, triple occasion qui part aussi, Patrice, d'un bon travail finalement de pressing de Monaco, qui a quand même remis un petit coup d'accélérateur avec un Jovetic qui récupère le ballon, qui rate un petit peu sa frappe derrière, et puis un Aguilar placé haut qui va aussi récupérer un ballon mal relancé par les Niçois et qui lui va pas rater la mire. Ouais, les Niçois sont un peu perdus sur toutes les actions là, et on sent qu'ils sont plus trop attentifs. Ils arrivent très facilement à perdre les ballons. Comme tu dis, Jovetic récupère un bon ballon et a un peu la tête dans le guidon. Par contre, du coup, il voit pas du tout que Golovin est en bon seul. Et du coup, il poursuit son action, il fait une bonne frappe. Malheureusement, il est dans un angle un peu fermé et ça tape directement sur le gagnant, sur Benitez. Et sur le ballon qui ressort, du coup c'est Aguilar qui en hérite et lui aussi arrive à percer la défense niçoise avec un peu petit crochet et place une bonne frappe. Je pense que du coup Benitez doit être masqué parce qu'elle n'est pas non plus très très forte, elle est très bien placée par contre hors de portée, et donc du coup il fait que se retourner pour regarder le ballon passer et on est bien content finalement de mettre ce deuxième but pour pouvoir finir le match bien tranquillement. Ouais, il est peut-être un peu trop petit, Benitez aussi, c'est pour aller la chercher à l'autre bout du but, hein. Et ouais, cette fin de match, effectivement, là, 2-0, la 87e, je pense qu'on est tranquille. Il va y avoir encore quelques occasions, mine de rien, une tête de Badiachil qui est bien sortie cette fois par Benitez. Et puis à l'inverse, Aguilar qui se fait une petite frayeur avec Mayeki et qui aurait pu finir sur une occasion de Gouiri, mais Monaco qui s'en sort aussi avec un clean sheet. Donc après tout, c'est toujours bon à prendre. Mine de rien, à part l'accident Strasbourg, on est quand même un peu plus solide ces derniers temps défensivement. Puis même Strasbourg, finalement, on a pris un but en 4 matchs. C'est aussi un truc qui est peut-être à souligner ce soir, qui est positif. Monaco qui semble un peu régler des problèmes défensifs qui n'offrent plus forcément 1 ou 2 buts par match à ses adversaires. Messieurs, ça fait 4 clean sheets en 6 matchs. Je crois que ça fait 3 buts en 6 matchs aussi seulement. C'était les deux de Lorient. Et Lorient, voilà. Donc ça fait, on enchaîne quand même des très bons résultats défensifs, quoi. Effectivement, et vu que c'était notre plus gros problème, alors on va se tester face à Lille défensivement, parce que là on a une des bonnes attaques quand même du championnat. Ça sera le test du week-end prochain. Messieurs, j'ai un petit truc à rajouter collectivement sur ce match, le déroulé de ce match avant qu'on passe aux prestations individuelles. Non. Qui ne dit mot consent, et nous allons passer à nos tops et à nos flops. Et du coup, je vais proposer de commencer. Patrice, tu voulais parler de Ruben Aguilar en top. On l'a un petit peu critiqué sur certaines actions défensives, mais tu as quand même voulu le sauver. Pour moi, il faut vraiment un très très bon match. Alors, c'est sûr, oui, il y a sur cette action où il se laisse déborder par Ensoki qui aurait pu nous coûter cher. Mais après, pour un joueur qui joue un rôle qu'il n'a pas du tout l'habitude de jouer, parce que là, il était dans le système à 3 défenseurs, il jouait un peu le rôle qu'a habituellement Sidibé, donc vraiment à ne pas monter sur les phases offensives, alors que c'est quand même un très bon contre-attaquant. Quelqu'un qui participe énormément au jeu offensif. Là, il avait un rôle très différent de ce qu'il fait d'habitude. Je trouve qu'il l'a très bien fait. Il finit en plus le match en inscrivant un très beau but. Pour moi, oui, ça fait partie des joueurs qui sont au-dessus du lot ce soir. Je trouve que j'ai pas vu non plus beaucoup de joueurs qui sont ressortis. On parlera forcément de Fabregas après, hein, mais pour moi, non, très bon match de sa part pour un rôle qui lui est pas habituel. Ouais, c'est vrai qu'il il est un peu à contre-emploi, disons qu'il n'a pas vraiment les qualités et il est un peu sous-exploité dans ce poste-là. Alors
un peu par hasard, il s'est retrouvé au bon endroit au bon moment pour son but finalement. Mais c'est vrai que défensivement, on le sent peut-être un peu plus en difficulté. Je ne sais pas forcément l'intérêt qu'il y avait à le mettre lui plutôt qu'un Sidibé si c'était pour jouer ce rôle-là. Maintenant, au final, c'est vrai que ça a plutôt bien tourné, donc tant mieux. Quentin, toi, tu voulais nous défendre Kevin Volland, dont pourtant tu nous avais annoncé qu'il allait faire un mauvais match ce soir. Ouais, j'avais dit même un match dégueulasse, c'est vrai. C'est un peu un mea culpa ce top, c'est aussi parce que c'est vrai que voilà, il nous enchaînait un peu les prestations décevantes et après de toute façon il mettait quand même son but. Alors dans tous les cas, on pouvait le récompenser. Non, mais voilà, moi j'ai envie quand même de souligner aussi son apport défensif ce soir. J'ai trouvé très important à ce niveau-là et moi je trouve que voilà des joueurs qui on va dire qui s'impliquent autant dans un travail défensif d'équipe à ce niveau-là et en plus qui viennent mettre un bon but assez décisif, voilà, enfin clairement décisif d'ailleurs même sur ce premier but. Voilà, pour moi c'est vraiment quand même une bonne prestation de ce joueur. En plus que je pensais vraiment pour le coup effectivement moi j'étais plus du côté de Patrice aussi à mettre Ben Yedder en fait dans le 11 dans le 11 de départ et c'est vrai qu'en fait voilà il nous montre encore qu'il a du jus et qu'il peut enchaîner les matchs et voilà, très bon match encore de sa part. On espère qu'il va rester un peu dans cette même lignée sans trop baisser physiquement parce qu'il a l'air quand même au bout du bout, on va dire, à la fin des matchs. C'est ça. Ouais. Pourtant, il court pas énormément, mais c'est pas grave. Ouais. Et moi, du coup, c'est vrai que moi, j'aurais mis que Fabregas, c'est le seul nom que j'avais envie de sortir. Alors, c'est vrai que les deux buteurs, s'il faut en sortir deux autres, c'est pas illogique que ce soit eux. Mais vraiment, ce soir, je l'ai dit en intro, de toute façon, il m'a régalé, l'Espagnol. C'était festival de petites passes, souvent à une touche, souvent la bonne décision. C'est vraiment il a très bien fait ce que les Niçois par exemple ont pas réussi à faire, hein. C'était Bogossian qui le disait aux commentaires, jouer plus vite, jouer en une touche. Lui il court pas vite, ça c'est sûr, hein. Quand il doit faire une accélération on dirait plutôt Damien qui essaye d'attraper son métro, mais par contre dès qu'il faut accélérer le jeu par une passe, c'était beau. Et si on avait eu un Jovetic peut-être plus en forme, il y aurait eu plus qu'une passe décisive ce soir. Donc voilà, il a un profil un peu spécial. Fabregas, il n'a pas trop sa place dans notre 11 habituel. Moi, je pense pas qu'il puisse jouer dans les deux devant la défense. Et puis, dans les deux de devant, c'est compliqué aussi vu la forme et les buts que mettent Volland et Ben Yedder. Du coup, c'est un peu compliqué qu'il ait un rôle plus proéminent. Donc, voilà, il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Je pense que vous avez apprécié aussi le match du maestro catalan ce soir, messieurs. Ça fait plaisir de le revoir dans ce genre de match où du coup il est beaucoup plus à l'aise. On n'est pas sur un match où il a besoin d'énormément courir, de faire un énorme pressing. C'est vrai que la tâche est bien simplifiée par un dispositif tactique aussi fait un peu exprès pour lui. Parce que du coup ça fait un décalage de Volland qui se retrouve sur le côté, qui va prendre le rôle qu'aurait dû avoir normalement Fabregas s'il jouait vraiment à son poste. Là il vient presser sur le deuxième attaquant avec Jovetic. Donc ouais, ça a fait plaisir parce que je trouve que sur le reste des matchs, c'est plus compliqué d'utiliser. Il n'a pas le coffre pour jouer 90 minutes en plus, on l'a vu. Il sort même tardivement, je trouve. Je l'aurais fait sortir un peu plus tôt que ça. Mais par contre, c'est sûr que s'il n'a pas beaucoup de pressing sur lui, il est vraiment dans un fauteuil pour pouvoir servir les attaquants. Et encore là, ce soir, on n'avait pas des ailiers qui faisaient énormément d'appels. Volland était trop bas sur le terrain et Diatta, je trouve que malheureusement, ne fait pas forcément de bons appels. Parce qu'on a bien vu dès qu'il y avait des petits appels qui étaient faits, à un moment donné, on n'en a pas parlé, mais il sert magnifiquement Jovetic en une touche de balle. Il le lance parfaitement dans la profondeur. Bon, malheureusement, Jovetic fait un très mauvais contrôle et pousse le ballon trop loin. Et voilà, et c'est vraiment un plaisir de le voir jouer dans ces moments-là. Ouais, du coup, à la limite, Patrice, si tu veux bien enchaîner sur les flops, tu as commencé à parler un peu de Diatta. Match difficile, encore une fois, malheureusement pour le Sénégalais qui n'arrive pas encore à trouver ses marques. Surtout qu'on est face à un adversaire qui n'était pas forcément très très bon ce soir. Je pense qu'il a eu du ballon en plus, mais il en a rarement fait quelque chose d'intéressant, quoi. Il a rarement percuté avec le ballon, rarement fait de bons appels. Quand il a eu les ballons dans la surface, à chaque fois il a raté ses frappes, tiré sur l'adversaire ou fait des frappes très très molles.
Il se met rarement en évidence, donc c'est vrai qu'on a vraiment du mal à le situer, à voir quel est son style de jeu, comment il pourrait apporter quelque chose à l'ASM, que ce soit dans les matchs où il est complètement sur l'aile, ou un match comme celui-ci où il est plus près du centre et limite comme un deuxième attaquant. J'ai vraiment du mal avec lui en ce moment, donc je me pose un peu des questions sur son recrutement, pas sur ses qualités, parce qu'on a pu les voir sur ce qu'il donnait en Belgique, donc c'est plus son style de jeu qui est peut-être pas en cohérence avec ce que produit l'AS Monaco pour l'instant. Donc je trouve qu'il aura vraiment du mal à se faire sa place et que clairement quand Gelson va revenir, on va beaucoup mal le revoir. Ouais, c'est vrai qu'en plus, on avait mine de rien dans les 3 autres du trio des joueurs pas très vifs, des joueurs peut-être un peu plus statiques. Donc c'était aussi à lui d'apporter ça, un peu plus de profondeur, un peu plus de course. Et même ça, il a du mal à le faire malheureusement. Alors, moi, je disais que je voyais plus comme un projet pour l'année prochaine, en espérant qu'il puisse apporter des choses dès cette saison. Sans être titulaire, mais essayer d'apporter un peu des choses. Pour l'instant, il n'arrive même pas à faire ça, à faire quelques actions positives. Donc ouais, effectivement, c'est pas hyper rassurant. Bon, je pense qu'il faut lui laisser encore un peu de temps, en espérant que ça tourne bien. Confiance en Mitchell, on va dire, pour reprendre beaucoup de fautes aussi. Ouais, en plus. Encore une fois, il risque de prendre un carton jaune bêtement, quoi, en étant en retard tout simplement, et à chaque fois qu'on le voit, c'est quasiment ça, quoi. Bon, il a déjà un match de suspension parce qu'il a pris ses 3 jaunes. Très souvent, il passe pas loin les correctionnels. Je pense clairement qu'il finira avec plus de cartons à la fin de la saison que d'actions décisives. Ouais, là, il a mis la barre haute, en tout cas. Il rate déjà Lille, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, il est suspendu. Bon, c'est pas une grosse perte pour nous en l'état des choses, mais ouais, effectivement, il va falloir qu'il gagne un peu en discipline, le garçon. Et un autre joueur qu'on a un petit peu commencé à écorner aussi, Quentin, c'est notre ami monténégrin, l'artiste de Podgorica, mais ce soir, il n'avait pas pris les bonnes chaussures, je pense. Bah non, c'était l'occasion encore une fois de sortir ton fond d'écran. Effectivement, tu vas rester sur le fromage, je pense, ce soir. Ouais, en effet, on a un Jovetic qu'on va clairement pas prolonger à la fin de l'année, à la fin de la saison. Et pour le coup, voilà, je suis peut-être un peu méchant. C'est vrai qu'en fait, finalement, il a fait un match qui aurait pu il aurait pu être décisif, on va dire. J'ai du mal à trouver mes mots, mais disons que on l'a souvent vu, mais on l'a souvent vu rater en fait. Et c'est un peu dommage de sa part, à l'image de sa glissade en première mi-temps dans la surface, de ses frappes complètement ratées, le fait qu'il se prend les pieds un peu dans des tapis des fois, c'est vrai, des tapis imaginaires évidemment, sur le terrain. Non, mais c'était un peu décevant de sa part. C'est vrai que je l'aurais pas forcément mis en flop, mais c'est vrai que finalement c'était un joueur quand même une prestation en fait à souligner de par le fait qu'il a beaucoup raté. Et surtout, voilà, l'action tu t'en as parlé, Patrice, de Fabregas, vraiment un ballon sublime. Il va le pousser trop loin, et là pour moi c'était un but tout fait, quoi, un 1v1 pour un buteur de son talent. Voilà, pour le coup il y a aucun souci, mais visiblement pour lui si, donc dommage. Ouais, celle-là, et puis sur le but d'Aguilar, mine de rien, c'est un peu criminel aussi qu'il fasse pas la passe à ouais, il est déséquilibré, ouais. C'est pas évident, mais c'est vrai. Pour le racheter un tout petit peu, je dirais qu'il y a quand même une disponibilité assez intéressante. S'il a beaucoup raté, c'est aussi qu'il a touché beaucoup de ballons. Il offre des solutions, et moi je trouve qu'il a montré en 90 minutes c'est la différence que ça peut être en termes de profil par rapport à ce que font Ben Yedder et Volante cette saison. Donc ça, c'est intéressant quand même, parce que du coup ça permet de développer du jeu. Par contre, effectivement, il y a eu trop de ratés ce soir dans le dernier geste, et des ratés presque comiques parfois, des glissades tirées à côté du ballon. Ça lui ressemble pas, c'est un joueur qui est assez fin d'habitude dans la finition, donc bon, voilà, c'est pas un de ses meilleurs matchs, mais tout n'est pas acheté à la poubelle. On va continuer du coup sur les prestations des autres joueurs, avec notre ami Mayeki qui enchaîne après le match contre Grenoble, un clean sheet, Patrice. Pas forcément d'arrêt à faire, mais voilà, c'est toujours bon à prendre.
Non, bah, il a doublé son nombre d'arrêts. Après un arrêt à Nantes, un arrêt à Grenoble, il en a fait 2 ce soir. C'est bien, hein, petit à petit il progresse. Mais du coup, ça le fait un deuxième petit clean sheet aussi pour lui. Bon, après, c'est toujours dur de vraiment voir son niveau. Sur les 3 matchs qu'il joue, il est rarement mis à l'essai. Il n'y a pas énormément de frappes sur lui. On se dit quand même que sur la frappe de Dolberg qui finit sur le poteau, il est très en retard. Et que si c'est quelques centimètres plus proche des cages, ça fait but, malheureusement. Mais sinon, plutôt rassurant sur ses sorties. Il n'hésite pas à aller chercher les ballons au-dessus des joueurs, à bien protéger le ballon quand Aguilar fait un peu une perte de balle à la fin avec Guiri. Voilà, match correct pour lui. Ouais, match assez discret, comme son visuel finalement à l'écran. Même ici, on le voit pas finalement. Voilà, Quentin Diatta dans toute sa splendeur. Non, mais écoutez, moi, on m'a donné un nouveau profil. On m'a dit, voilà, moi, je te fais un petit truc aux petits oignons, Rome. Et en fait, il n'y a pas Majeki. Voilà, c'est dommage pour un match de coupe, mais bon, on va dire qu'il est là. Voilà, il est là. Ouais, de toute façon, on n'avait pas forcément besoin de lui parce que Quentin, il a été bien protégé. Notamment, j'ai envie de lancer sur le capitaine, Axel Disasi, qui lui a joué tout le match contrairement aux deux autres centraux et qui nous a fait une prestation solide. Ouais, exact. Ouais, c'est vrai que moi j'aurais pu le mettre en top. J'ai réfléchi à un moment et je l'ai vu tout le temps, en tout cas présent dans cette défense. Et à l'image d'un Maripane qu'on a vu qu'une mi-temps et du coup un Badiachil aussi. Lui, on l'a vu tout le match et il a fait des très beaux tacs, des très beaux dégagements. Voilà, pour moi, il a oublié complètement ses erreurs, ses rouges un peu bêtes de début de saison et il commence vraiment à être assez constant. Donc très content pour lui et puis très bon match de sa part. Ouais, Patrice, du coup, première mi-temps, c'était Maripane. On l'a dit, on n'a pas trop vu se blesser en même temps. J'aurais dit, on l'a pas trop vu beaucoup, en fait, le Chilien. Ce qui est peut-être le meilleur signe, finalement. Ouais, comme on le disait, la première demi-heure, elle est vraiment pour nous. Les Niçois ne touchent pas énormément de ballons et on les presse tellement haut que le ballon, on le récupère avant le milieu de terrain. Donc finalement, c'est vrai qu'on voit très très peu nos défenseurs sur cette première mi-temps. Donc forcément, c'est assez dur de parler de lui. Personnellement, je n'ai même pas trop souvenir qu'il ait fait des récupérations ou même qu'il soit monté avec le ballon. Donc, ça n'a pas grand-chose à dire. On va dire match correct, voilà. Il a même pas marqué en plus et ça commence à devenir un peu inquiétant quand même. Je pense que là, on peut après nous avoir mis 4-5 buts en une dizaine de matchs, là, il marque plus malheureusement. On va chercher les 7 buts de Glick la saison du titre et il va falloir qu'il se dépêche. Il lui reste plus beaucoup de matchs. Ouais, écoute, l'objectif est fixé à Guillermo Maripane. Et Quentin, Badiachil qui l'a relayé, qui s'est mis dans le ton du match avec, j'ai trouvé en plus un rôle plus intéressant avec le ballon. Ouais, on l'a plus vu, c'est vrai. Surtout au niveau des relances, toujours des passes un peu laser là qui vont casser des lignes et arriver souvent à destination, des transversales aussi. Alors, on avait un Ballo Touré qui était un peu associé, donc ça se voyait moins, mais avec un Caillot, ça se voit beaucoup mieux en général. Ces petites transversales là sur le côté gauche. Et non, mais voilà, effectivement, à part ça, défensivement. Je l'ai dit un peu avec un accent bizarre, mais défensivement, effectivement, il a été précieux et en même temps, on l'a pas trop vu, donc c'est aussi bon signe à ce niveau-là. Ouais, Patrice, on continue. Il y avait Ballo Touré qui avait une petite chance à jouer aujourd'hui. Il relayait Caio Henrique vraiment dans le rôle du piston gauche, très haut finalement sur le terrain. Qu'est-ce que tu as pensé de notre brave Fodé ? Il a fait un peu du yo-yo avec moi, je trouve, parce que du coup, je l'ai très critiqué sur les 2-3 premières minutes, parce que les 2 premières actions niçoises, vraiment tout début de match, ça part de son côté. Et ensuite, sur du coup, cette première demi-heure, il est très très en vue, très physique, récupère pas mal de ballons, il déborde, un peu plus de difficulté sur les centres. Franchement, j'ai même plaisanté là-dessus en demandant qui était à sa place sur le terrain, parce qu'il faisait vraiment une bonne prestation. Après, moins en vue, j'ai trouvé sur le reste du match. Nice a repris le ballon, donc du coup, il s'est retrouvé beaucoup plus bas. On l'a moins vu sur les contre-attaques. Donc non, pour moi, ça reste, il lui fait un bon match sur celui-ci. Ça pique un peu plus quand même sur les centres, parce que c'est dommage qu'il fait de bons débordements. Sur son dribble, il arrive à éliminer. Ça manque du coup d'un peu d'application sur les centres pour pouvoir en faire quelque chose, quoi. Ouais, c'est vrai que
par rapport à ce à quoi il nous a habitués, finalement, c'était pas si mal ce soir. Non, je trouve que c'est un de ses bons matchs. Donc, cette saison, Ouais, c'est un rôle aussi qui lui convient un peu mieux, quoi, en étant un peu plus offensif. Il a moins cette charge défensive-là. Je pense qu'on a pas mal déjà évoqué Tchouaméni, du coup on peut passer directement Quentin à son comparse Fofana, peut-être un peu en dessous de Tchouaméni, on l'a dit, mais qui a quand même réussi à élever un petit peu son niveau aussi quand Matazo est rentré. Ouais, c'est... Alors, oui, c'est vrai que finalement, moi, je trouve un peu dans l'ombre de Tchouaméni, en fait, dans certains matchs. Cette paire, moi, je pense qu'elle est forte aussi, beaucoup grâce à Tchouaméni. Et c'est vrai que Fofana, c'est quand même pas mal exprimé au niveau défensif, encore une fois, des bons contres, des bonnes interceptions. Et voilà, comme on l'a dit après, hein, une paire Matazo-Fofana qui était, somme toute, correcte, j'ai trouvé. Relativement solide, sans plus. Après, c'est vrai, voilà. Mais un Fofana qui était dans une prestation, on va dire, classique de sa part, et puis un Matazo, si je peux enchaîner, du coup. Assez... parce que enchaîne. Pour moi, du coup, c'est plutôt le même profil, en fait. Un Matazo qui a fait un assez bon match, et qu'on pourrait revoir aussi, hein. Voilà, on mise plutôt sur l'avenir, plutôt que de miser sur un Florentino qui sera plus là de toute façon à la fin de la saison. Et voilà, je trouve c'est bien qu'il puisse jouer et qu'il puisse progresser à ce niveau-là. Bah ouais, on n'a pas beaucoup d'infos et sans trop se projeter, mais j'imagine Patrice, ça va être si ça se confirme pour Tchouaméni, c'est sûrement la charnière au milieu qui va être reconduite. On n'a pas énormément d'autres solutions de toute façon, donc il va falloir vivre avec. Faut espérer que ça tienne. À voir après si Kovac ne veut pas changer de dispositif tactique sur des matchs un peu particuliers comme il a pu le faire contre le PSG. Est-ce que là il va pas vouloir jouer une tactique différente contre Lille? Après on a à domicile, c'est encore autre chose aussi. C'est sûr qu'après dans le profil de Tchouaméni, on n'a pas déjà tout simplement. Après ce qui s'en rapprocherait le plus, c'est plus Matazo qui est vraiment plus un milieu défensif pur, pas un box-to-box comme pourrait l'être Tchouaméni. Florentino est complètement aux absences, même sur un match de coupe où on fait tourner, il n'est même pas dans le groupe. Même si Aïd Benasser est revenu dans le groupe sur demande express de la LFP, on ne s'attend pas du tout à le voir jouer. Elle est là la solution. Donc forcément, non, il n'y a pas. Ouais, s'il est absent, oui, je vois Matazo être titulaire à sa place, clairement. Ouais, c'est vrai que dans des joueurs qui ont un peu du volume, on pourrait penser éventuellement à faire reculer Golovin ou Diop, voire, comme tu disais, dans un autre système, mais bon. C'est vrai que, à mon avis, la solution Matazo est quand même celle qui tient la corde. On verra de toute façon. On va pas faire des plans sur la comète maintenant, mais c'est vrai que du coup, ça serait bien que Fofana monte un peu son niveau parce que c'est lui du coup un petit peu le milieu défensif senior, j'ai envie de dire là, avec la blessure de Tchouaméni. Donc c'est à lui de devenir un petit peu le patron. Ça serait bien qu'il retrouve son niveau de ses premiers mois à l'AS Monaco. Si je dis pas de bêtises, il ne reste plus que les 3 entrants de deuxième mi-temps, Diop, Caio Henrique et Golovin. Je ne sais pas si vous avez envie de vous arrêter sur un cas particulier. On les a pas forcément, ils n'ont pas eu énormément de temps pour s'exprimer. Peut-être Diop, Quentin, qui a quand même eu un peu plus de temps que les deux autres, qui a remplacé Diatta. C'était dur de faire moins bien que le Sénégalais quand même ce soir. Ouais, c'est clair, moi j'étais vraiment content que Diatta sorte pour le coup. Et finalement, là où un Diatta doit faire des différences par sa vitesse, c'est Diop qui en faisait plus que lui. Et alors, pas forcément par sa vitesse de course, mais plutôt par sa vitesse d'exécution en fait, et sa percussion. Et voilà, on a vu quelques différences encore dont il a le secret. Et un Diop, voilà, toujours précieux, toujours là. Et voilà, moi, je suis content aussi de le voir jouer de temps en temps parce que c'est vrai que des fois, on peut se dire qu'il est jeune et qu'on peut le mettre facilement sur le banc. Et voilà, il a toujours l'occasion de se montrer et c'est très bien pour lui. Et voilà. Ouais, Patrice, toi, tu as envie de t'arrêter sur un des deux autres, Caillou ou Golovin? Non, Caillou, on l'a vraiment pas vu du tout. Golovin, on aurait pu le voir plus s'il avait eu des ballons, mais bon, Jovetic n'a pas voulu lui faire la passe sur l'action qui aurait pu vraiment le mettre en évidence. Sinon, non, il n'y a pas eu grand-chose à dire sur ces joueurs-là. Ils ont pas. On a vu Golovin un peu plus parce qu'il était un peu plus haut sur le terrain et donc il a fait circuler le ballon sur ces 10 dernières minutes où on avait plus de possession. Mais bon, pas grand-chose non plus à dire.
Et bah du coup, ouais, je pense que effectivement ces joueurs-là, on les a pas énormément vus. Messieurs, je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter sur ce match avant qu'on conclue et qu'on passe au prochain rendez-vous. Ouais, bah, moi, ça fait toujours plaisir d'aller gagner de 0 à 10. Ouais. Ouais, c'est clair, ouais, on gagne encore contre eux, et puis ça fait plaisir, comme tu dis, le 4e derby de l'année, et puis maintenant il n'y a plus qu'à... On se met en confiance en fait pour un match important dimanche, et voilà, pour moi il fallait pas plus que ça pour aborder sereinement ce match. Ouais, bah du coup effectivement on joue, je dirais pas qu'on joue notre fin de saison contre Lille, mais c'est un match qui va quand même vraiment conditionner ce qu'on peut espérer sur les il reste quoi? Il reste 3 gros mois de compétition. Si on perdait contre Lille, on se dirigerait probablement vers une fin de saison un peu entre deux eaux, quoi, où on serait sûrement vraiment destiné à cette 4e place et on n'aurait plus beaucoup d'enjeux en championnat. Si on les bat, par contre, on a des vraies chances encore de croire au podium. Et plus si affinité, si optimisme. Mais voilà, c'est vraiment un des matchs pivots là, de cette fin de saison. Du coup, c'est notre prochain rendez-vous. Le match, il est dimanche à 17h05, horaire un petit peu particulier. Et du coup, débrief probablement dans la foulée. Vous en avez l'habitude maintenant. Donc voilà, on compte sur vous. Match capital dans cette fin de saison. Et puis du coup, je vous rappelle aussi qu'on a eu aujourd'hui la sortie du mur des légendes dédié à Bernardo Silva. C'était la première fois qu'on s'attaquait à un joueur récent, on va dire un joueur du titre de 2017. Pour faire simple, vous aviez choisi Bernardo Silva pour inaugurer un petit peu ce groupe de joueurs-là. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas encore vu, c'est l'occasion de voir est-ce qu'on l'a mis, est-ce qu'on l'a pas mis sur le mur. Pas de spoil, messieurs. Mais voilà, allez voir cette émission et puis les prochaines qui sortiront. Donc voilà, merci Patrice, merci Quentin de m'avoir accompagné ce soir. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée. La bise au Niçois pour le Comté et Daguet Moudéo. Et bisous.